suis Alexia Demain et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier Cannes Prime Time. Nous vous accompagnerons pendant toute la durée du festival pour décrypter la technique des films présentés en sélection officielle. Nous aborderons également les sujets d'actualité de la CST et je suis accompagnée de Mathieu Guetta, journaliste et référent exploitation de la CST. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexia, il pleut mais nous sommes bien à Cannes. Bienvenue à tous, nous avons pour commencer cette première émission quelques invités. Angelo Cosimano, bonjour, président de la CST. Guillaume Esmiol, bonjour, directeur délégué du marché du Festival de Cannes. Ilan Ferry, rédacteur en chef, journaliste à la lettre de la CST. Bonjour. Et Simon Trigg, bonjour, accessoiriste et vice-président de la FAP, l'association des accessoiristes de plateau. Et tout de suite, nous allons remonter les marches. Eh bien, remontons les marches. Hier était présenté pour l'ouverture de la 77e édition un film de Quentin Dupieux. Simon Trigg, vous en êtes l'accessoiriste. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe un tournage avec Quentin Dupieux ? Tournage avec Quentin Dupieux, c'est un tournage toujours très agréable. C'est quelqu'un qui travaille pour le plaisir, en tout cas dans le plaisir. C'est pas toujours le cas sur tous les plateaux. Je pense que c'est ce qui attire bon nombre de comédiens aussi, qui savent qu'ils vont prendre une sorte de bol d'air dans leur carrière, un décalage. Pour les techniciens, c'est un peu moins le cas, mais c'est toujours très agréable. Mais le travail, c'est toujours un travail de plateau, donc les attentes sont quand même pas très différentes d'un plateau à l'autre. Vous êtes une équipe soudée. Oui, vous avez fait plusieurs films avec Quentin Dupieux. Oui, moi, je crois que ça fait le 8e, puisque j'en ai raté aucun depuis au poste. Et c'est vrai que de film en film, il y a presque une sorte de troupe qui s'est créée autour de Quentin Dupieux, qui je crois apprécie aussi d'avoir une équipe qu'il connaît. Il apprécie les équipes réduites. Donc voilà, ça fait une équipe assez soudée, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre travail d'accessoiriste et comment il évolue d'un film à l'autre ? Alors, mon travail d'accessoiriste, c'est... En fait, on est le dernier représentant, le seul représentant de la déco sur le plateau, puisque tout le travail de la décoration, il est naturellement achevé quand l'équipe arrive. Donc voilà, on prend en charge tout ce qui se passe sur le plateau, en accord et en concertation avec le chef déco pour bien comprendre ses attentes, que les choses soient respectées. On est au cœur on est un peu au cœur du plateau, on est une sorte d'électron libre sur le plateau. On doit répondre un peu aux attentes d'un peu toute l'équipe. En particulier, on accompagne les comédiens dans tout ce qui est les manipulations des accessoires. On doit les familiariser rapidement avec des gestes qui peuvent être un petit peu techniques. On doit souvent aussi les rassurer, les sécuriser. Parfois les aider hors champ sur des manipulations qui peuvent supposer d'être, ne serait-ce qu'ouvrir une porte, parfois c'est plus compliqué que dans la vraie vie, il faut qu'elle se referme à un certain rythme, il n'y a pas forcément un groom en haut, donc voilà, on peut être tapis dans un coin, pousser avec un balai ou avec une ficelle une porte, ou voilà, faire manipuler des choses comme ça hors champ. On est naturellement aussi au plus près du réalisateur pour tout ce qui est marqué dans le scénario pour que ça se passe comme c'est prévu, mais il y a aussi beaucoup d'imprévus, donc on est aussi là pour pouvoir répondre en direct à toutes ces attentes, toutes ces éventuels changements d'avis qui peuvent être plus fréquents qu'on ne le voudrait. Donc voilà, il faut pouvoir réagir en direct à tout ça. Pour ça, on a tout un petit matériel qu'on se construit au fur et à mesure des tournages. Et puis voilà, des habitudes de travail, des réactions, une sorte de ce qu'on appelle la bijoute, sur laquelle on sait qu'on peut compter pour sortir des choses qui peuvent nous être demandées un peu à n'importe quel moment et qui ne sont pas prévues. Voilà, on doit un petit peu pouvoir répondre à toutes les attentes, tous les petites bidouilles, les petits de dernière minute, les petits problèmes qui peuvent se poser sur le plateau. Ça peut concerner une comédienne qui casse un talon, par exemple. On va vite aller voir l'accessoiriste pour réparer le talon vite fait avec une pointe placée au bon endroit, puis que ça tienne à peu près au moins le temps des prises nécessaires. Voilà, on est un petit peu les géo trouve-tout des films. Et donc vous vous retrouvez sur la préparation du film combien de temps avant le premier jour de tournage ?
En fait, en France, il n'y a pas d'équipe accessoire, ce qui fait que c'est plutôt en fait la décoration. Moi, je le regrette un petit peu, mais c'est plutôt la décoration qui prend en charge toute la préparation des accessoires. Et nous, on arrive en fait assez tard sur la préparation, puisqu'on a une semaine, rarement 2 et très rarement plus. Pendant laquelle on doit, on a des réunions, on doit charger un camion, on doit réunir quelques accessoires, parfois des petites fabrications, mais c'est vraiment pour l'essentiel, c'est des choses qui doivent être préparées bien en amont, bien avant une semaine de début de tournage. Donc pour l'essentiel, c'est la déco qui se charge de tout ça. Et nous, notre rôle, c'est vraiment notre travail, à 90%, c'est un travail uniquement sur le plateau. Donc on n'est pas tant que ça en train de faire des brocantes et des choses comme ça, à chercher des choses. On fait ça dans ses loisirs plus que dans le travail en fin de compte. Et dans le cadre de deuxième acte, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du début du projet et de un petit peu votre travail dans ce film-là? Est-ce que quelle a été votre implication? Alors déjà, c'est un projet qui s'est monté très très vite, puisque le producteur a eu, je crois, le scénario le mi-octobre, et on est rentré en tournage début décembre. Donc c'est un rythme totalement inhabituel pour le cinéma, où dans le même laps de temps, on a parfois besoin de 1 an ou 2 pour faire là ce qui a été fait en 1 mois et demi. Donc c'est totalement inhabituel. Moi, en ce qui me concerne, c'est pareil, je suis arrivé une semaine avant du tournage. C'est un film en huis clos, c'est presque un film en huis clos, donc l'essentiel se déroule dans un même décor. Donc au niveau accessoire, il n'y avait pas des tonnes de choses, il y avait même relativement peu de choses en fin de compte. L'essentiel de mon travail, ça a été alors il y avait des téléphones, ça c'est toujours un enfer, les téléphones sur un plateau pour l'accessoiriste. Mais là, c'était encore pas trop compliqué. Et la question des armes aussi? Il y a les armes, alors là en fait, les armes ne tiraient pas, on les voit pas tirer, il y a pas, donc là effectivement c'est moi qui en avais la charge, donc ça c'est des choses qu'on... Il n'y a pas d'artificier. Il n'y a pas d'armurier, parce qu'il n'y a pas de tir réel. Par contre, il y a une séquence où il y a le résultat du tir, on ne voit pas le coup de feu lui-même qui sort de l'arme, et là c'est une équipe SFX qui s'occupe de ça, donc c'est pas moi. Et moi, l'essentiel de mon travail, en fait, tournait autour de la question du figurant, la Manuel Guyot, qui fait le serveur dans le bar et qui verse du vin à côté pendant toute la grande nervosité qu'il a d'être dans un film. Et donc, voilà, tout mon travail, ça consistait à gérer cette question du vin, des bouchages de bouteilles, des raccords de tâches, des raccords de niveau. C'est un travail assez habituel, mais là, qui lui prend tellement d'importance que c'était assez... c'était un vrai petit boulot, un vrai petit challenge de remplir des bouteilles. J'étais assisté, il y avait des membres de l'équipe déco pour m'aider, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, changer les nappes, tout ça. Voilà, ça a l'air de rien, mais quand on est sur le plateau, ça prend vite des proportions assez importantes. Du coup, on a envie de te demander combien de bouteilles de vin pendant tout le film? Alors, je crois qu'on a dû en remplir une 30aine. Parce qu'à chaque fois, il y a des débouchages, à chaque fois, il renverse, ensuite, on en prend une neuve. Voilà, donc, on a dû en remplir une 30aine, reboucher. J'en ai rebouché pas mal, donc il y en a, je sais pas, une 50aine qui ont joué, même si on en voit beaucoup moins à l'image, mais c'est toujours comme ça. Donc, il y avait pas mal de bouteilles de vin, de faux vin, naturellement, puisqu'à un moment, ils doivent en boire. Donc il s'agissait des fausses étiquettes aussi, donc qui ont été créées par un graphiste. Et tout ça, c'était une petite préparation. Donc on avait un local accessoire, plein de bouteilles de vin. Certaines étaient vraies, mais voilà, elles n'ont pas été sur le plateau. Et Ilan, est-ce que tu peux nous faire un retour du film que tu as dû voir hier soir? Tout à fait, que j'ai vu hier, après avoir monté les marches. Moi, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que Quentin Dupieux, comme c'est un véritable homme orchestre qui a cette faculté de tourner, sortir 3 films par an. Je crois que cette année, on était à 3 films, Yannick, Dali et aujourd'hui le deuxième acte. Il y a ce risque de voir à chaque fois peut-être des films un peu inégaux. Là, je trouve que c'est pas le cas depuis un bon moment avec Quentin Dupieux. Je suis toujours très surpris. Et là, je l'ai été agréablement avec le deuxième acte, parce que j'ai retrouvé des éléments que je trouvais extrêmement intéressants et pertinents dans des films comme Rubber ou encore Reality, qui est cette interrogation sur notre rapport à l'image, sur notre rapport là aujourd'hui à l'artiste. C'est peut-être la chose assez nouvelle dans le deuxième acte, c'est cette interrogation sur la place de l'artiste dans l'industrie aujourd'hui, comment elle mute justement avec toutes
toutes les nouveautés, toutes les innovations qu'on connaît aujourd'hui. On n'ira pas trop loin pour pas dévoiler, pour pas spoiler. Mais il y a toutes ces interrogations-là que j'ai retrouvées et que j'ai vu aujourd'hui mixer un peu la sauce Dupieux de manière extrêmement pertinente. On aurait pu croire que ça aurait été opportuniste, mais pas du tout. Et je trouve que là, il y a aussi cette impression de maîtrise. Il y a une vraie maîtrise dans le film. C'est ça qui m'a interpellé. On peut avoir une impression un peu de chaos ordonné chez Dupieux. Concernant la maîtrise, totalement c'est un film technique. qui s'est tourné rapidement, mais pour lequel on a probablement affaire au plus long travelling du cinéma. Voilà. Mais techniquement, c'est très maîtrisé, c'est-à-dire qu'on sent une précision, mais quasi chirurgicale, dans les échanges entre les personnages. Un vrai ping-pong qu'on pourrait croire un peu aléatoire, mais absolument pas. Tout est calculé au millimètre près et tout est question de rythme dans ce film. Et ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et Simon, combien de jours de tournage il y a eu sur ce film-là ? Alors, on a été, je crois, sur 13 ou 14 jours de tournage. Donc, tournage assez rapide. Par comparaison à un téléfilm, c'est 20 jours. Oui, c'est 20, entre 18 et 22, 23 jours. Et j'ai l'impression dans le film, on sent que l'équipe, en tout cas les acteurs, s'amusent beaucoup. Nous, on prend aussi beaucoup de plaisir à voir. Est-ce que vous, en tant qu'équipe, vous êtes amusés, vous, en tant qu'accessoiriste, vous êtes amusés sur ce film ? Est-ce qu'il y a eu une place à une certaine forme de fantaisie ou c'était plus cadré, plus ordonné ? C'est toujours assez cadré. Enfin, c'est toujours assez. On est obligé de faire. Dans tous les métiers du plateau, on est obligé d'être quand même très ordonné. Après, il y a une vraie jubilation de voir. Moi, j'aime beaucoup le texte du scénario, donc c'est effectivement assister au dialogue entre les comédiens qui sont entre leurs personnages et leur vraie identité d'acteur. Il y a un vrai plaisir de partager ça c'est certain. Ouais. On a une petite question sur la moustache de Vincent Lindon. Où est-ce que vous l'avez trouvé ? Alors la moustache, c'est pas moi, c'est la coiffure, donc je ne peux pas répondre à cette question. Vous pouvez pas nous dire combien de poils sur la moustache ? Impossible à vous dire. Il y en a 3 dans la séquence. Il prend la première. Oui, sans doute. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre, Devenir accessoiriste. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cet ouvrage et pourquoi vous avez eu envie de coucher sur le papier cette réflexion ? Écoutez, j'ai commencé ce livre à une période où j'avais pas de travail et un matin je me suis dit peut-être pourquoi pas commencer à raconter un peu mon métier, puisque c'est plus un livre qui devrait s'appeler Être accessoiriste que devenir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je raconte plus que davantage ce qu'est le quotidien d'un accessoiriste. Et donc j'avais écrit quelques pages, j'ai proposé à quelques éditeurs. Il y en a un par un miracle qui a accepté. Erol, pour le citer, si je ne me trompe pas. Erol, pour ne pas le citer, absolument, qui est un très bon éditeur, en particulier d'ouvrages techniques. Et donc ça m'a pris 1 an et demi de travail très intermittent justement. Et donc ce livre aboutit. Après, il se vend correctement pour un livre comme ça, c'est-à-dire c'est à peu près un ouvrage par semaine, mais ce qui est pas mal, moi ça me satisfait tout à fait. Par contre, l'éditeur m'a dit qu'ils allaient arrêter parce que c'est pas rentable pour eux. Donc, j'ai dû clore la série, je crois. Mais voilà, non, après c'est donc de fil en aiguille, l'ouvrage s'est construit autour des anecdotes, enfin pas tant des anecdotes, mais plus raconter le quotidien d'un accessoiriste pour donner, parce qu'en fait il y a assez peu d'ouvrages sur les petites mains des plateaux. Et je pense que c'est un des rares qui raconte juste par vraiment le quotidien des petites mains du plateau et pas c'est pas un ouvrage de chef opérateur ou de chef décorateur. C'est un point de vue assez singulier sur la fabrication d'un film. Donc j'imagine que c'est aussi ça qui intéresse les lecteurs. Justement, parlons des petites mains et de tous les dessous de la fabrication. Est-ce qu'on ne va pas laisser la parole à la CST désormais ? Oui. Alors, Angelo, bonjour. Que fait la CST à Cannes depuis 40 ans ? Eh bien, nous sommes le partenaire technique du festival depuis 1984. Pourquoi ? Tout simplement qu'en 83, ce magnifique palais a ouvert. Il était 2 fois plus petit. Il s'appelait déjà le Bunker. Et il a essuyé les plâtres. Le festival a essuyé les plâtres.
il y a eu beaucoup d'incidents techniques. Donc à cette époque-là, Gilles Jacob, qui présidait, qui était en fait délégué général, qui était le vrai patron en fait du festival, a décidé de faire appel à la commission supérieure technique, qui est une association qui a le même âge que le festival, puisqu'elle est née en 1944, et qui réunit en théorie la fine fleur des techniciens français, de faire appel à la CST pour pouvoir organiser les projections du festival suivant, c'est-à-dire 1984, pour qu'il y ait 0 incident. Donc c'est la mission qu'on s'est fixée, et au départ on se l'est fixé sur on va dire 5 salles à peu près dans le palais, et aujourd'hui on a un réseau, marché compris, à surveiller, qui est de l'ordre de 45 salles, y compris celle de la ville, puisqu'évidemment le monde a changé. C'est le plus grand multiplex à RSC du monde. C'est le plus grand multiplex à RSC du monde, et surtout un multiplex qui se construit en 8 jours juste avant le festival, puisqu'il n'y a quasi pas d'équipement dans le palais. Tout est installé dans les 8 jours juste avant l'ouverture, et tout doit marcher. Donc c'est une mission en fait, qui est préparée par les permanents de la CST pendant toute l'année. En fait. On le surveille de telle façon à ce que le timing soit respecté, et c'est notre objectif chaque année, 0 incident si possible, et que toutes les projections soient assurées. Voilà, donc c'est une modeste tâche de gens de l'ombre, comme les accessoiristes, mais qui se voient à l'image finalement, parce que s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a pas de festival. Voilà. Notamment en organisant les fameuses répétitions. Je ne sais pas si Simon vous y étiez, vous, à cette répétition, non. mais non, en tout cas, chaque film, nuit... Voilà. Chaque film qui est présenté dans le grand auditorium a droit à une répétition avec les gens que l'équipe de production désigne pour venir valider la qualité de la projection et faire un certain nombre de choix, en particulier le niveau du son en fait. Et c'est un espèce de rite qui a lieu toutes les nuits, ce qui fait que nous sommes quelques-uns à en fait commencer à 8h le matin et parfois finir à 6h le lendemain. Donc voilà, c'est un grand moment de plaisir, surtout avec les gens qui sont sélectionnés pour la première fois, parce que pour eux il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a vraiment une émotion. Ceux qui viennent depuis longtemps en fait, finalement ils nous font confiance, donc ils envoient leurs assistants ou le directeur technique du distributeur, et ça se passe très bien. Voilà, donc, Et Guillaume, est-ce qu'on peut parler un petit peu du marché du film et du lien entre le marché du film et la CST ? Oui, tout à fait, comme Angelo l'a expliqué, la CST conseille le festival et le marché du film. Le marché du film, c'est aussi le plus grand marché du film au monde. Et ça veut dire beaucoup de projections. Je pense qu'on est à peu près à 1500 projections en comptant le festival, dont 1200 projections pour le marché du film. Donc c'est un grand volume de projections qui sont plutôt destinées à du B2B, à de la vente, par des sociétés de vente, surtout auprès d'acheteurs qui sont des distributeurs et maintenant aussi les plateformes. Et donc voilà, cette activité du marché du film, c'est un gros travail pour la CST. C'est une trentaine de salles, 28 salles, pardon, une dizaine de salles dans les étages du palais, 6 salles qu'on construit de façon temporaire dans les bâtiments Rivière et les Reims pour les habitués des lieux, et puis une douzaine de salles en centre-ville, et même un peu au cinéum maintenant, donc ça fait un peu plus de salles encore. Donc voilà, c'est beaucoup de salles, beaucoup de projections, comme je l'ai dit, avec une variété de types de projections pour les vendeurs, un peu de projections plus promotionnelles, mais c'est vrai que notre priorité à nous, c'est des projections pour la vente. Et puis aussi des projections de ce qu'on appelle des work in progress, des films qui sont en cours de production et qui cherchent encore des partenaires. Des projections aussi de courts-métrages. Voilà, il y a toute une variété de promo-reels même. Ce qu'on appelle aussi les promo-reels, qui sont plutôt des aperçus de ce qu'on appelle le line-up. Donc c'est un peu le programme de films qu'une société de vente met en avant pendant le marché du film pour trouver des acheteurs. Donc ces promo-reels sont aussi importants. Il y a des projections ouvertes à tous, il y a des projections qui sont ouvertes que aux acheteurs prioritaires, et puis il y a même des projections secrètes. Elles existent, elles sont quelque part à Cannes. Et du coup, vos clients, donc on l'a compris, sont principalement les producteurs ou les vendeurs internationaux. Et à quel moment intervient la CST sur le marché ? En amont déjà, je pense qu'il y a une première mission de conseil d'abord. Je dirais sur le dispositif au global, de préparation en amont, et puis après évidemment il y a l'installation sur place avec des partenaires techniques comme Dolby, comme Christie, évidemment avec les équipes du marché du film, avec Alice Karoubi qui est notre directrice des projections au marché, avec le reste de l'équipe. Il y a des sujets très techniques sur aussi la livraison des DCP,
Et donc il faut aller de la livraison jusqu'à la projection elle-même. Il y a toute une chaîne technique qu'il faut surveiller et à chaque maillon il peut y avoir une difficulté, mais voilà, la CST c'est son rôle de nous aider, de nous accompagner sur ces sujets. C'est cette année, je crois que c'est 900 films différents, d'après les chiffres que m'a donné Alain. Je devrais savoir ce chiffre, car je ne le connais pas, mais c'est probable. C'est ceux du patron technique du marché. Et 900 films pour comparer, dans un multiplex, même le plus grand qui existe en Europe, on gère 25 films par semaine au maximum. Là, il y en a 900 à gérer, et qui vont arriver dans un délai d'à peu près 15 jours, 2 semaines, intégralement dématérialisés, ce qui est quand même un phénomène, puisqu'il y a peu d'endroits au monde où on s'organise pour pouvoir recevoir autant de données, les vérifier et être capable de les retransférer, parce qu'on fait pas simplement que les recevoir, après il faut les checker, et après il faut les envoyer dans la bonne salle pour la bonne projection, avec la bonne version, parce qu'on peut avoir un titre de film, on peut avoir un DCP qui est projeté en lumière avec une version de sous-titres, mais en fait, pour le marché du film, c'est une autre version qui va être disponible. Donc tout ça doit être checké. Il y a des équipes qui font les deux, qui gèrent le festival, qui gèrent le marché. Et quand il y a un problème, il faut être capable de le résoudre assez rapidement, parfois. Et quand je dis assez rapidement, c'est-à-dire en pleine nuit, des fois quand le laboratoire est à l'autre côté du monde, il faut qu'on trouve une solution. Voilà. Parce que la nuit ici n'est pas la nuit pour un vendeur américain. Voilà. Donc les problèmes de la nuit, c'est des problèmes qu'il faut résoudre vite également. Et pour, tu disais 900 films, et c'est vrai que sur la livraison, il y a un pic de charge juste avant l'événement. Donc c'est-à-dire qu'on va voir 300, 400, 500 films sur 2 jours qui vont être livrés sur un moment concentré. Là aussi, c'est le pic, la charge qui fait la difficulté également de la livraison dans de bonnes conditions. Il y a du monde dans les tuyaux. Voilà, on a eu quelques difficultés certaines années, ça commence à tourner correctement maintenant. Voilà, on est content. C'est vraiment un prototype technique en fait, puisque c'est que dans ce moment-là, à ma connaissance, qu'il y a autant de data à transférer au même endroit venant d'à peu près toute la planète. Parce que en fait, on n'a pas besoin d'avoir autant de capacité dans un temps normal. Et là, sur Cannes, oui, on a besoin de le faire. Nous, on a besoin de le vérifier toute l'année, qu'au moment donné, on va pouvoir le faire. Voilà, donc on n'a pas droit à l'erreur. Puis il y a les questions de sécurité aussi. Bien sûr. Donc, mais ça, nous, on est très au fait de ça depuis plus de 10 ans même. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de l'anecdote du mot de passe sur une chaîne qui s'appelait TV5, qui avait été capturée où des hackers avaient mis en l'air la chaîne. Et nous, on avait demandé au festival, alors au début, je dois avouer qu'ils nous ont un peu regardé en nous prenant pour des fous. Au départ, on leur a demandé de faire une enquête de sécurité sur justement la sécurité informatique du festival. Bien nous en a pris, puisque on a fait ça il y a 10 ans, à l'époque où tout le monde pensait que c'était pas sérieux. Bon, donc, mais en fait, ça peut être très sérieux. C'est un vrai problème. Pour la partie festival, d'ailleurs, on se sécurise toujours au cas où. Voilà, parce qu'on sait que, évidemment, c'est ça qui serait éventuellement le plus en danger. Ça serait d'attaquer le festival, et ça, on essaye de parer au maximum. Et alors Ilan, pour ce double anniversaire qui sont à la fois les 80 ans de la CST et les 40 ans de la direction technique à Cannes, il y a dans la lettre de nombreuses pages qui ont été consacrées à ce sujet. Tout à fait, on a consacré un dossier aux 40 ans de collaboration technique entre le Festival de Cannes et la CST, des articles plutôt qu'on a voulu raconter un peu à la manière d'un livre de souvenirs, c'est-à-dire avec pas mal d'anecdotes, pas mal de souvenirs, voilà, on va être très simple. Voilà, on est revenu sur les origines de cette collaboration au long cours et qui continuera, et on y apprendra notamment qu'il y a moins de 6 degrés de séparation entre la CST et Clint Eastwood. Et je crois qu'il est temps de passer à la petite interview. Oui, tout à fait. Je suis Maude Boissac, je suis directrice de la culture à la ville de Cannes et membre du jury du prix technique du Festival de Cannes de la CST. Alors, mon premier festival de Cannes, j'avais 15 ans et du coup, j'avais pas accès au film et j'hésitais entre où aller devant les marches pour voir les stars monter ou aller voir l'émission Nulle part ailleurs. Et j'ai un souvenir de Rosanna Arquette à Nulle part ailleurs, quand j'étais jeune, et j'étais hyper impressionnée de voir des stars en vrai pendant le Festival de Cannes.
Mon plus beau... Alors, il y a plein de très très bons souvenirs du Festival de Cannes. C'est des films. J'ai un souvenir, par exemple, d'une ouverture avec un film de Léos Carax, Annette. Et j'ai trouvé ça tellement impressionnant de la première scène en termes de direction artistique, de direction de la photographie et en termes de musique aussi avec les Sparks, que c'est un film qui m'a suivi pendant tout ce festival, parce que j'écoutais sans arrêt les Sparks dans les oreilles pendant tout le festival. Alors pour moi, le prix de la CST du meilleur technicien, c'est un prix important parce que c'est vraiment les techniciens du cinéma, les artistes techniciens, les artisans qui donnent l'impact narratif, mais également l'impact émotionnel au film. Et bien souvent, on ne les voit pas, ils sont dans l'ombre. Et ils donnent en fait souvent à voir. Par exemple, je sais que le prix a été donné pour Johnny Byrne pour The Zone of Interest l'année dernière, ingénieur du son. Et on voit bien que c'est le son qui montre en fait l'atrocité et tout ce qui n'est pas visible. Et c'est grâce au son qu'on comprend ce qui se passe à côté du lieu de vie de cette famille. Et donc c'est extrêmement important, c'est un beau prix et je suis honorée d'être membre du jury cette année pour ce prix prestigieux. Et ce soir, sur les marches... Et bien justement, nous en parlions tout à l'heure, un premier film, c'est le seul premier film de la compétition officielle, Diamant Brut, d'Agathe Rédinger. Et en plus, une jeune réalisatrice. Donc, c'est l'histoire d'une jeune adolescente, Liane, qui est obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu'un. Et elle va voir en la télé-réalité la possibilité d'être aimée. Le destin semble enfin lui sourire lorsqu'elle passe un casting pour une émission appelée Miracle Island. Le chef opérateur René Bach de l'AFC signe l'image de ce film-là. Il avait déjà présenté à Cannes le film Little Girl Blue l'année dernière de Mona Achache. Et ensuite, en deuxième séance de la compétition aujourd'hui, nous avons Magnus von Horn qui revient à Cannes après son film Sweet présenté en 2022 avec la jeune femme à l'aiguille. Et il revient aussi avec le même chef opérateur, Michael Dimek, qui fait un film en noir et blanc. On peut signaler aussi qu'il est le chef opérateur toujours présenté en 2022 du film de Skolimowski, EO. C'est l'histoire, alors c'est un film suédois, mais qui se passe à Copenhague. Et c'est l'histoire d'une jeune ouvrière qui tombe enceinte et, sans tout dévoiler, qui va trouver l'aide d'une autre femme et donc vont se jouer tout un lien et des questions autour de la maternité. Et on vous dit à demain. On se quitte avec les témoignages des anciens membres du jury de la CST, du prix de la CST. Merci, au revoir, merci à tous. Au revoir. Au revoir. C'est pour moi un merveilleux prix parce que c'est celui qui permet de mettre en avant que la technique n'est qu'un moyen dans le cinéma de technique d'expression et donc tous les techniciens font partie de la zone artistique du film. On a besoin de reconnaissance, vraiment. Moi j'ai été script et c'est vrai que de temps en temps on a envie d'avoir la même chose que les acteurs ou les metteurs en scène.